Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Marie-Hélène Janvier. Je suis responsable de la coopération volontaire chez Avocats sans frontières Canada. Au nom de toute l'équipe organisatrice, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être présente et présent aujourd'hui sur l'heure du lunch pour ce webinaire sur les femmes en action pour leurs droits. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Maître Marie-Audrey Girard. Elle est juriste spécialiste sur la thématique des violences sexuelles en temps de conflit. Elle a également été conseillère juridique volontaire avec Avocats sans frontières Canada dans plusieurs pays, notamment le Mali et le Guatemala. Elle a aussi été procureure pour l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Maître Marie-Audrey Girard échangera aujourd'hui lors d'une entrevue avec Maître Pascal Paradis, cofondateur et directeur général d'Avocats sans frontières Canada. L'entrevue sera d'une durée de 20 minutes. Durant cette période, on vous encourage fortement à écrire vos questions directement dans le chat pour la période de questions qui suivra l'entrevue. À la suite de la période de questions, pour ceux et celles qui se sont inscrits, il y aura une période de réseautage de 15 minutes. 3 salles sont disponibles. La première salle servira à poursuivre la discussion avec Maître Girard. La deuxième salle sera pour tout ce que vous voulez savoir sur Avocats sans frontières Canada avec Maître Paradis. Et finalement, la troisième salle sera sur la coopération volontaire. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. Petite note logistique pour terminer. Donc, notez que le webinaire est enregistré, comme l'a mentionné ma collègue un peu plus tôt. Aussi, si jamais vous avez des soucis techniques ou des questions d'ordre logistique, n'hésitez pas non plus à le mentionner dans le chat. Vous avez noté lorsque vous êtes entré dans la conférence que votre micro était en mode silencieux. Donc, s'il vous plaît, on vous demanderait de le conserver en mode silencieux durant la période de l'entrevue. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Maître Paradis. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous virtuellement en cette époque de pandémie. Certaines dans leur bureau, d'autres à domicile. Ainsi vont les choses, donc, en cette période de pandémie. Nous avons choisi aujourd'hui, donc, ce thème des violences basées sur le genre qui a justement été qualifié par ONU Femmes de pandémie silencieuse. Et il y a eu, depuis le début donc, de cette réaction à la COVID-19, des études qui ont démontré que, au-delà des facteurs qui existaient déjà de violences basées sur le genre, de violences faites aux femmes, de violences sexuelles, il y en a certains qui ont été exacerbés par la crise, par la pandémie. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi d'en parler aujourd'hui. Il y a un portrait qui est peut-être encore plus alarmant aujourd'hui qu'avant la pandémie. Pourtant, que nous soyons dans cette situation extraordinaire ou non, les droits humains demeurent. Et l'obligation des États de protéger les droits humains, notamment les droits des femmes, demeure elle aussi. Et les organisations de la société civile et les femmes elles-mêmes demeurent bien sûr en action pour défendre leurs propres droits. Ce thème est particulièrement cher aussi à Avocats sans frontières parce qu'il est au cœur de notre action depuis notre fondation en 2002. Nos tout premiers dossiers étaient des dossiers par lesquels il y avait des avocates et des avocats qui accompagnaient des femmes dans leur entreprise pour obtenir justice dans des cas de discrimination ou dans des cas de violence basée sur le genre. Pour en parler, comme disait ma collègue, nous avons invité aujourd'hui Marie-Audrey Girard. Donc, Maître Girard, nous avons cru qu'elle était la personne la plus appropriée aujourd'hui pour en parler parce qu'elle est à même de faire le lien entre l'expérience canadienne dans ces thématiques-là et l'expérience internationale. On l'a mentionné, elle était procureure pour l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mais aussi elle a travaillé sur des dossiers emblématiques de lutte contre l'impunité dans des cas de violences sexuelles et de violences basées sur le genre, notamment en Tunisie, au Mali et en Colombie. Et elle a aussi participé à un dossier historique, une grande victoire pour des femmes qui ont été victimes d'esclavage sexuel lors du conflit armé interne au Guatemala. On va en parler tout à l'heure. Alors, bonjour Marie-Audrey Girard, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci pour cette belle invitation. Je suis ravie de voir tout le monde aujourd'hui.
Ben, nous, on est ravis de t'avoir avec nous. J'indique tout de suite que je tutoie. Je me permets de tutoyer Marie-Audrey parce qu'on se connaît bien, qu'on a travaillé ensemble, donc évidemment à travers Avocats sans frontières dans le passé. Là, on vient de parler de manière théorique, hein? C'est la liste des expériences dans ton curriculum vitae. Mais moi, j'aimerais ça que tu nous en parles de manière un petit peu plus personnalisée. Qu'est-ce que tu retires, toi? Comment tu qualifierais cette expérience que tu as eue d'accompagnement des femmes dans des dossiers de violence basée sur le genre ou de lutte aux violences basées sur le genre, ici au Canada, mais aussi en Afrique et en Amérique latine? Oui, comme Marie-Hélène et toi, Pascal, vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion d'être coopérante volontaire avec Avocats sans frontières Canada lorsque j'ai débuté ma carrière au Guatemala et j'ai eu l'incroyable opportunité d'accompagner des femmes et des filles qui voulaient vers le chemin de la justice, donc qui voulaient justement avoir accès à cette justice-là et puis qui ont montré vraiment une grande volonté pour que soit reconnu ce qu'elles avaient vécu. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ça. Donc, j'ai été très, très chanceuse de voir ces femmes et ces filles-là. Et puis, j'ai été quelques années au Guatemala. Après ça, j'ai travaillé en Colombie. J'ai continué à travailler sur les mêmes thèmes, l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Et puis, j'ai également eu l'occasion de travailler en Tunisie et au Mali. Et lorsque je suis revenue au Canada, j'ai eu l'opportunité de me joindre à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées. Donc, pour moi aussi, là, quand je suis revenue au Canada, je me suis rendu compte que le Canada, on dit toujours qu'on est les champions des droits humains, mais qu'il y avait des énormes problèmes systémiques au Canada aussi. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner des femmes et des filles, des familles autochtones dans leur recherche de justice là, au sein de l'enquête nationale. Bon, et là, de ces expériences comparées que tu as dans des pays variés, encore une fois, Canada, Afrique, Amérique latine, qu'est-ce que tu retires donc sur la façon de faire avancer les droits des femmes, sur l'accompagnement dans des femmes qui entreprennent ce chemin dont tu parlais tout à l'heure, ce chemin vers la justice? Donc, moi, s'il y a une grande leçon que j'ai apprise durant ces expériences-là variées, c'est que la justice, elle n'est jamais faite si les victimes elles-mêmes ne sentent pas que la justice a été faite. Donc, cette justice-là, à mon avis, c'est très important qu'elle soit comprise par les victimes et qu'elles puissent se l'approprier. Et puis ça, c'est dans tous les contextes dans lesquels j'ai travaillé. Si les victimes ne se sentent pas interpellées par cette justice-là, eh bien, à mon avis, moi, la justice n'est pas faite complètement. Donc, très important, à mon avis, que les victimes aient accès, par exemple, à la justice dans leur langue, qu'elles comprennent ce qui se passe, qu'il y ait des services d'accompagnement, et puis d'intégrer aussi leur vision de la justice dans ces processus-là. Donc, ce que j'ai vu au Guatemala, on va en reparler un peu plus quand on va parler du cas C'est pour Sarko, mais les victimes étaient d'origine maya-quechua, donc d'origine autochtone. Et puis, il y a vraiment eu là, un effort considérable pour intégrer la cosmovision maya dans les procédures. Aussi, quand j'ai participé à l'enquête nationale, il y a vraiment eu une autochtonisation des procédures. Donc, comment rendre cette justice-là, que les victimes puissent vraiment s'approprier cette justice-là. Donc, pour moi, ça, c'est la plus grande leçon apprise, c'est comment rendre cette justice-là accessible, que les victimes, les survivants, les membres des familles puissent se l'approprier pour vraiment que justice soit faite et puis vraiment qu'il y ait un changement. Bon, et là tu m'ouvres toute grande la porte parce que tu as parlé de l'enquête nationale ici sur les femmes et les filles autochtones disparues, assassinées. Et tu l'as lié aussi à cette affaire historique au Guatemala, l'affaire de la base militaire de C'est pour Sarko, donc où il y avait des femmes qui ont été retenues en esclavage sexuel pendant le conflit armé. C'est aussi quelque chose qui ressort de ton parcours, donc l'accompagnement des femmes dans ces entreprises de justice, mais aussi beaucoup des femmes autochtones, autant au Canada, notamment qu'en Amérique latine. Pourrais-tu nous parler d'abord un petit peu de ce cas C'est pour Sarko, de la base militaire donc au Guatemala? Quels sont les faits, quelles sont les accusations, puis quel était le résultat de cette entreprise de justice des femmes qui ont été victimes donc, de violences sexuelles dans cette base militaire? Oui, comme tu l'as dit, Pascal, c'est un procès qui est historique à mon sens. Vraiment, c'est venu changer beaucoup de choses et puis on en a parlé là, à l'échelle mondiale. Donc, pour peut-être tracer un portrait brièvement du cas, il faut savoir que le Guatemala a été en conflit armé de 1960 à 1996. Et puis que C'est pour Sarko, c'est une communauté à l'est du Guatemala
qui a été très touchée par les activités militaires là, entre les années 80 et 88. Donc, l'armée est venue s'installer à Sépour-Sarcos. Il y a des détachements militaires qui sont venus se construire et puis des bases militaires qui sont venues se construire. Et puis, l'arrivée des militaires à Sépour-Sarcos, on a vu finalement une recrudescence là, des graves violations des droits humains, donc de nombreuses disparitions forcées, de nombreux meurtres, des viols, malheureusement. Aussi, on a vu que les champs étaient brûlés, que les maisons étaient brûlées. Donc, suite à ces événements-là, il y a plusieurs femmes et filles qui ont été capables de s'enfuir de Sépour-Sarcos, mais celles qui sont restées ont dû rester dans le détachement militaire ou aux alentours du détachement militaire. Donc, ces femmes-là ont été victimes d'esclavage sexuel, de viol et de torture. Donc, c'est vraiment sur ces faits-là que le cas Sépour-Sarcos s'appuie finalement. À vrai dire, ces violations-là des droits humains se sont passées là, entre 1 mois et 6 ans. Donc, certaines femmes ont été victimes d'esclavage sexuel pendant 6 ans sur la base de Sépour-Sarcos. Pour vous donner peut-être un petit historique là, juridique du procès, en 2011, les femmes de Sépour-Sarcos ont décidé de joindre leur voix et de déposer une première plainte pénale en 2011. En 2012, elles vont donner leurs preuves en anticipé parce qu'il faut savoir qu'on les appelle les abuelas, ça veut dire les grands-mères de Sépour-Sarcos parce qu'elles sont un peu plus âgées. Donc, on avait peur de ne pas avoir accès à tous les témoignages de l'ensemble des grands-mères de Sépour-Sarcos. Donc, en 2012, on a pris leurs preuves en anticipé. En 2014, il y a eu une enquête préliminaire et c'est là qu'on a déposé des accusations à l'encontre de 2 militaires, l'un en tant qu'auteur intellectuel et l'autre en tant qu'auteur matériel. Donc, l'un qui s'appelait le lieutenant Reyes et le commissaire militaire Azig. Donc, ils ont été accusés de crimes contre les devoirs de l'humanité sous la forme d'esclavage sexuel, d'esclavage, de viol. Reyes a également été accusé de traitement dégradant et de meurtre parce malheureusement, il y a une mère et ses 2 filles qui ont été assassinées. Et puis, les militaires qui sont en fait responsables de ça ont fait voir les 2 filles mineures que leur mère se faisait violer, puis après ça, elles ont été assassinées. Donc, il a été accusé de ça aussi. Et le commissaire militaire Azig a été accusé de disparition forcée et également de crimes contre les devoirs de l'humanité sous la forme de violence sexuelle. Donc, c'est très important ce cas-là parce que c'est vraiment la première fois qu'un cas de justice transitionnelle vient porter exclusivement sur les violences sexuelles et sur ce que les femmes ont vécu. Donc, cas excessivement important qui s'ouvre en février 2016. Ça dure 19 jours. On a reçu environ une vingtaine de preuves d'experts, de témoignages d'experts. 40 témoins sont venus témoigner. Des centaines et des centaines et des centaines de preuves documentaires sont déposées. Et puis là, le 26 février 2016, on reçoit la sentence. Et puis, les 2 accusés sont reconnus coupables de tout ce qu'ils avaient été accusés. Donc, c'est une victoire historique. Comme j'ai dit, comme Pascal l'a mentionné. Et puis ça a été porté là, à bout de bras par les femmes, par les victimes. Et puis, il faut savoir que le procès a été traduit en maya kekchi, que les femmes avaient accès à des interprètes. Donc, ça a été vraiment un procès qui est venu mettre de l'avant ce que les femmes avaient vécu, les femmes et les filles avaient vécu durant le conflit armé. Et puis, vraiment, on a reconnu que ça s'était passé parce qu'il faut savoir que les gens niaient finalement que ça s'était passé. Donc, c'est vraiment une avancée historique au Guatemala qui fait lien aussi avec ce qui se passe aujourd'hui au Guatemala. Donc, la violence faite aux femmes, la violence sexuelle qui est excessivement importante au Guatemala. Donc, le cas Sépour-Sarcos vient vraiment aussi tisser là, cette toile de fond de la violence faite aux femmes encore aujourd'hui. Donc, ça a été un cas excessivement important, premièrement pour la reconnaissance de ce qui s'est passé durant le conflit armé au Guatemala, mais aussi qui fait lien avec la violence qui est encore perpétrée à l'encontre des femmes et des filles au Guatemala. Donc, un cas historique qui a eu une grande retombée au Guatemala et puis, à mon avis aussi, là, niveau mondial pour l'avancée des droits des femmes et la reconnaissance de ce que les femmes et les filles ont vécu durant le conflit armé. Donc, voilà.
Bon, puis là, tu nous as tu nous as quand même tracé un bon panorama de ce dossier-là, de ses impacts. Tu as parlé de l'importance de la mémoire collective. Hein, on niait, donc il y avait du négationnisme sur ce qui s'était passé ou pas passé. Là, la vérité est rendue publique. Quels sont les impacts concrets là, pour les femmes elles-mêmes dans un cas comme celui-là? Puis ensuite, je te demanderais d'y aller plus largement. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour nous au Canada, pour les femmes qui veulent entreprendre des luttes similaires ailleurs dans le monde? Donc, quelles sont les leçons apprises plus globalement d'un dossier comme celui-là, puis des autres auxquels tu as participé? Oui, absolument. Donc, les impacts concrets, je pense que, premièrement, au niveau peut-être davantage micro, je crois que pour les victimes elles-mêmes, ça a été là, excessivement important. On a vu vraiment là, une différence énorme chez les victimes. Donc, au début, et c'est ça, il y avait cette honte-là de parler des violences sexuelles, il y avait ce rejet-là de la communauté. Donc, ça a été un travail là, très long pour que les victimes, finalement, arrivent à ce processus-là de justice. Donc, moi, à mon avis, là, c'est un impact concret là, que j'ai vu. C'est vraiment les femmes qui ont été victimes sont passées de victimes à femmes qui revendiquent leurs droits. Je vous donne un exemple, par exemple, d'Emessia Yatt, qui était une des grand-mères de C'est pour Sarko, qui au début, quand je l'ai connue, elle n'était pas très à l'aise de parler. Et puis là, la dernière fois que je l'ai vue, elle était aux tribunes des Nations Unies, disant aux États, vous voyez, c'est arrivé à moi, je vous le dis aujourd'hui pour que ça ne se reproduise plus jamais, pour que mes petites filles n'aient jamais à vivre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc, vraiment, là, un changement chez les victimes, et puis c'est pour ça que je dis que c'est tellement important que la justice soit bien comprise par les victimes et puis qu'elle puisse l'incorporer. Parce qu'il y a vraiment eu là, ce changement chez les femmes. Et puis là, on voit dans les communautés de C'est pour Sarko, il y a eu des mesures de réparation qui ont été octroyées. Il y a des centres de santé qui ont été construits. Il y a eu des bourses d'études pour les filles de C'est pour Sarko. À ce jour, ils ont octroyé 13 bourses d'études. La sentence, elle a été traduite, est en train d'être traduite dans 24 langues. Donc, au niveau concret, dans la communauté de C'est pour Sarko, c'est excessivement concret ce changement-là qui se passe. Au Guatemala aussi, on parle davantage de violences sexuelles, on parle davantage de violences basées sur le genre et on reconnaît ce qui s'est passé durant le conflit armé. Donc, si je peux faire un lien avec le Canada, vous savez sans doute qu'il y a des graves problèmes au Canada lorsqu'on parle de violences à l'encontre des femmes et des filles autochtones, ça nous a pris, à vrai dire, les nombreux abus qu'il y a eu à l'encontre des populations autochtones au Canada. Donc, c'est de reconnaître ce qui s'est passé, c'est excessivement important. Et puis, je pense que le Canada a encore beaucoup de travail à faire de reconnaître ce qui s'est passé. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Mais tant que cette reconnaissance-là ne sera pas effectuée, qu'il y a eu des abus qui se sont produits au Canada, je pense que les choses ne pourront pas nécessairement avancer. Puis là, on l'a vu, il y a eu l'enquête nationale, il y a eu d'autres enquêtes qui vraiment mettent la lumière sur les abus qui se sont produits au Canada. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a encore beaucoup de violences institutionnelles qui se produisent au Canada et puis que tant qu'on ne reconnaîtra pas, les choses ne pourront pas changer. Donc, cette reconnaissance des faits historiques est, à mon avis, super importante. Et puis, je pense que c'est très important pour les victimes, pour les communautés autochtones, de justement là, de faire partie de ce processus-là. Puis, on les voit, là, ils sont très, très actifs au Canada. Et puis, ils ont ce désir là, de justement que soit reconnu ce qui s'est passé. Et là, donc là, tu dis, et c'est la beauté de la coopération internationale, donc où on apprend beaucoup. Et donc, il y a du partage multilatéral, et pour le Canada notamment, et pour les autres pays, il y a des leçons apprises de ce dossier guatémaltèque et des autres auxquels tu as participé. À l'inverse, est-ce que pour toi, il y a des leçons apprises importantes au Canada qu'on est à même de mieux partager ou d'encore plus partager à l'échelle internationale sur des choses qu'on a apprises ici par rapport, par exemple, à l'enquête nationale sur les femmes autochtones, les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées? Oui, à mon avis, l'enquête autochtone a été novatrice là, sur plusieurs aspects. Donc, c'était bien entendu là, pas un processus pénal, criminel, mais il y a eu vraiment là, des aspects très importants, à mon avis, là, qui ont été faits. Puis c'était la première fois qu'on le faisait au Canada. C'est par exemple avoir toujours accès à un interprète dans la langue du choix de la victime ou de la famille. Donc, pas le contraire. Tu sais, souvent, c'est en français ou en anglais, puis l'autre langue, c'est la langue autochtone. Là, c'était vraiment le contraire. Donc, on mettait la victime, la famille au centre des procédures, avoir le temps nécessaire. Donc, si les victimes étaient entendues, on tentait, et puis ce n'était pas un processus parfait, bien entendu, mais la volonté était que les victimes, les familles puissent avoir le temps
tout le temps qu'elles voulaient pour partager leur histoire, partager leur vérité. Donc, souvent, dans des processus judiciaires criminels, bien, il y a un certain temps, c'est excessivement stressant, mais là, on a justement mis la victime, la famille au centre de ces procédures-là. Je vous donne un exemple, il n'y avait pas nécessairement de contre-interrogatoire. Dans un système, le contre-interrogatoire pour les victimes, pour les familles, ça peut être excessivement stressant. Donc, il n'y avait pas ce contre-interrogatoire-là. Donc, à mon avis, le Canada, avec l'enquête nationale, a été très novateur justement pour aller chercher ces vérités-là, pour tenter d'effectuer un changement. C'est comme je vous dis, le processus n'était pas parfait. Puis là, on entend encore beaucoup de réponses de la part de l'État canadien qui a dit que d'ici un an au dépôt du rapport de l'enquête nationale, allait mettre en place un plan. Malheureusement, on n'a pas encore vu ce plan-là. Mais je crois que cette structure-là, à mon avis, était très bien justement pour donner la voix aux victimes, aux familles qui étaient mises au centre de ces procédures-là, afin de venir dire à l'État, bien, regardez, là, on a toutes reçu ces vérités-là, il faut faire ça, ça, ça pour changer ça, parce que c'est eux qui le savent. C'est eux qui savent les abus qu'ils ont vécu, c'est eux qui savent comment faire changer et améliorer les choses. Donc, c'est ce que je tente de dire quand je dis qu'il faut tenter, que ce soit des processus criminels, processus de justice transitionnelle, c'est excessivement important que la victime, que les survivants, que les familles soient au centre de ces procédures-là, si on veut que les choses changent réellement. Ça, tu insistes beaucoup là-dessus. Hein? Tu dis donc la femme qui a été victime de violences basées sur le genre, elle est une victime, mais elle est aussi une survivante et elle est une actrice de changement en s'appropriant elle-même les outils et les processus. D'ailleurs, ce qu'on appelle chez Avocats sans frontières l'autonomisation par le droit ou le développement de la capacité d'agir par le droit. Quels sont pour toi, là, de tes expériences variées, quels sont justement les outils et les pratiques ou même les traités, les normes de droit international qui te sont parues les plus importantes? Parce qu'on dit souvent, la situation, est-ce qu'elle s'améliore? Est-ce qu'on recule? En tout cas, lui, le droit est il y a de plus en plus de normes en matière de protection de droits des femmes. Est-ce que toi, ça t'est paru significatif dans tes différentes expériences? Donc, le droit comme outil de changement. Je pense que lorsqu'on a... Nous, on a vraiment, là, par exemple, au Guatemala, utilisé le droit comme outil de changement, sans rentrer trop dans les détails. Donc, le code pénal guatémaltèque ne reconnaissait pas les crimes contre l'humanité. Donc, nous, on considérait que les femmes, ce qu'elles avaient vécu, c'était des crimes contre l'humanité. C'était des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l'humanité. Donc, on a vraiment utilisé le droit international pour venir incorporer ces accusations-là dans le procès pour Sarko. Il y a bien entendu là, des standards internationaux, comme tu l'as bien dit, là, Pascal, là, qui ont été développés depuis l'émergence des tribunaux internationaux. Il y a beaucoup de politiques, de directives, de codes qui ont été développés. Je peux en nommer quelques-uns. On a vu là, présentement là, que le code Mourad vient finalement là, d'être publié, qui est encore à l'état de brouillon, mais qui a été fait, ça a été nommé en l'honneur de Nadia Mourad, qui était une victime d'esclavage sexuel également. Donc, c'est ça. Elle a été mise, elle, c'est son organisation là, qui a mis en œuvre ce code-là. Et puis, c'est les victimes, finalement, qui ont été interpellées pour que ce code-là soit le plus comment dire, approprié pour les victimes. Donc, le code Mourad qui parle de l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. Après ça, il y a eu bien entendu le protocole, attendez, j'ai le nom exact, c'est le protocole international relatif aux enquêtes sur les violences sexuelles dans les situations de conflit armé. Donc ça, il y a 2 éditions aussi là, qui a vraiment là, du matériel très intéressant pour savoir comment est-ce qu'on travaille avec les victimes de violences sexuelles, avec les survivants de violences sexuelles. Puis bien entendu, le principe derrière tous ces outils-là, c'est de do no harm. Donc, lorsqu'on travaille avec des victimes, on tente que ces victimes-là ne soient pas revictimisées. Donc, souvent, ce qu'on voyait, c'était que les victimes devaient donner leur déposition encore et encore et encore à des personnes qui n'avaient pas nécessairement la formation pour recueillir ces dépositions-là. Donc, vraiment, on voit un changement là, sur la scène internationale. Au Canada aussi, qu'on est beaucoup plus conscient de comment est-ce qu'on doit travailler avec les victimes, les survivants, pour justement que ce processus-là soit fait dans le respect des survivants. Ce qu'on a vu là, dans le passé, que ce n'était pas le cas. Très bien. On pourrait en parler longuement, toi et moi. On a déjà des discussions en cours depuis plusieurs années, mais malheureusement, donc on arrive à la fin. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. Merci tout particulièrement à Maître Marie-Audrey Girard, qui s'est jointe à nous depuis Edmonton, d'ailleurs, pour tout dire.
Merci beaucoup, Marie-Audrey, d'avoir partagé avec nous ton expérience, tes expériences. Je vous invite à rester à l'affût. C'est le premier, en fait, aujourd'hui, d'une série de webinaires qui auront lieu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Qui sait, c'est peut-être une habitude permanente que nous avons créée pendant la pandémie. Donc, le prochain sujet, le prochain invité ou la prochaine invitée vous seront annoncés sous peu. Abonnez-vous à nos médias sociaux. Il y a beaucoup d'informations aussi sur ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain. Il y a beaucoup d'organisations qui sont actives. Les défenseurs des droits humains à travers le monde demeurent actifs, notamment les femmes. On en donne beaucoup de nouvelles sur nos réseaux sociaux. Donc, restez à l'affût. Un grand merci à toutes et à tous. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne fin de journée.